Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le bureau du Parlement européen à Paris et la Maison de l'Europe de l'Heure, donc Centre d'information Europe Direct. Nous avons souhaité discuter des violences faites aux femmes durant une heure et quart à votre présence. Vous serez donc avec nous pendant ce webinaire et avec Salomé qui sera là. Donc Salomé qui travaille à la Maison de l'Europe de l'Heure aussi. Nous sommes ravis de vous accueillir au nom du Parlement européen et aussi au nom des centres d'information Europe Direct qui ont partagé en masse ce webinaire. Donc, je laisse la parole dès à présent à Madame Coustet. Oui, merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est soutenu par le Parlement européen, le bureau en France du Parlement européen. Donc, c'est de là que je vous parle ce soir. C'est évidemment un sujet très important que nous allons aborder aujourd'hui. On pense toujours on croit que l'Union européenne est exempte de cette problématique. Or, ce n'est pas le cas. Les chiffres sont très alarmants. Et notamment avec la crise de la Covid, on peut craindre que les violences domestiques aussi, et on le sait, on manque sans doute de données certaines, mais on a des indices qui nous montrent que ces violences domestiques et les violences faites aux femmes augmentent. Alors pour en parler ce soir, moi je vais juste vous présenter les deux députées européennes que nous avons sollicitées et qui ont accepté très rapidement notre invitation. Alors il s'agit de Chrysoula Zacharopoulou. Vous êtes députée européenne depuis 2019. Vous êtes membre du groupe Renew, donc c'est-à-dire auquel est affiliée La République en marche en France. Vous êtes franco-grecque et vous avez été élue en France sur une liste française, donc un peu, on va dire, l'incarnation des candidatures un peu transnationales sur des listes françaises. Vous êtes surtout membre de la Commission des droits des femmes et gynécologue et très concerné par ces questions. On vous écoutera aux côtés de Gwendoline Delbos-Corfield, qui est membre du groupe des Verts, elle aussi députée européenne depuis 2019, membre suppléante de la Commission des droits des femmes, mais surtout Gwendoline Delbos-Corfield est rapporteure notamment sur la situation de l'état de droit en Hongrie. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser la Hongrie, mais il y a quand même une problématique aussi des droits des femmes dans un certain nombre de pays, et notamment, vous êtes toutes les deux en ce moment, aujourd'hui, à Bruxelles, puisqu'il y a une session plénière du Parlement européen. Et la question, alors qui n'a rien à voir avec les violences faites aux femmes, mais quand même une question importante sera abordée demain, qui est sur la question du droit à l'avortement en Pologne, de sa remise en cause. Alors, ce sera le lien avec évidemment tout ce qui va être dit ce soir, parce que l'Union européenne n'a pas de compétences directes, notamment sur le droit à l'avortement. Elle n'a pas aussi d'action juridiquement contraignante en ce qui concerne les violences faites aux femmes, mais elle a un rôle très important à jouer. Et la question qu'on va tous se poser, c'est que peut faire l'Europe pour accélérer la lutte contre les violences faites aux femmes, et est-ce que la nouvelle Commission européenne est porteuse d'espoir, et vous, dans vos activités, sur quoi vous basez-vous tous les jours pour mener cette action. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je vais laisser les autres intervenantes se présenter et les animateurs animer cette table ronde. Je remercie tous les centres d'information Europe Direct qui cross-pose cet événement, et en premier lieu le centre Europe Direct d'Évreux qui l'a co-organisé avec mon équipe au bureau du Parlement européen. Bonjour à toutes et à tous, je suis Astrid Pertuzel, coordinatrice des activités et des projets au sein de la CLÉ, la coordination française pour le lobby européen des femmes, et je serai ce soir modératrice de cette conversation. La CLÉ est une ONG de plaidoyer qui anime un réseau de plus de 70 associations membres pour l'égalité et les droits des femmes en France, en Europe et à l'international. Elle est cofondatrice du lobby européen des femmes dont elle est la coordination française, et elle est également accréditée à l'Organisation des Nations Unies.
Nous avons parmi nous ce soir Céline Mas du comité ONU Femmes France et Alix Moujard de BPW Évreux, Business Professional Women, deux organisations qui sont d'ailleurs membres de la Clé. Alix Moujard est entrepreneuse et éducatrice, formatrice. D'abord éducatrice spécialisée auprès des jeunes en difficulté, elle développe l'idée de créer un outil de prévention contre les violences sexuelles, l'Escape Game Séduc. Aujourd'hui, elle dirige la start-up Desclic pour l'édition, la formation et le conseil en innovation ludo-pédagogique. Elle est aussi étudiante en master en études sur le genre à l'École des hautes études en sciences sociales. Engagée pour les droits des femmes, Alix est vice-présidente jeunesse de BPW depuis 1 an. De l'autre côté, nous avons Céline Mas, qui est écrivaine, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente du comité ONU Femmes France depuis 2018. Citoyenne engagée pour les droits des femmes, elle a rédigé des rapports sur l'égalité des genres, un livre sur les femmes et la politique, et a notamment plaidé pour la reconnaissance de la cause du féminicide dans la loi française. Entrepreneure sociale, elle est cofondatrice du projet Love for Livre, qui permet aux lecteurs de trouver, mais aussi de partager des lectures basées sur leurs émotions. Et en janvier 2020, elle fonde le réseau de conseils en impact social Return for Society, qui réunit des professionnels dans l'impact social. Madame Mas, dans un premier temps, je vous donne la parole. Pouvez-vous nous parler du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes? Pourquoi cette journée? Quelle signification revêt désormais le 25 novembre? Merci beaucoup, merci Astrid pour cette présentation et toutes, et Madame Coustet, bien sûr. Le 25 novembre, c'est une journée absolument fondamentale, même si toutes les journées de l'année sont fondamentales pour la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est un véritable fléau mondial. Partout, dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays. Aujourd'hui, aucun pays n'échappe à la violence, qu'elle soit sous des formes extrêmes, comme le féminicide, qui est un crime contre les femmes, ou du harcèlement, je dirais, quotidien, dans le milieu professionnel ou le milieu personnel. Vous l'avez dit, Madame Coustet, la violence, elle a flambé avec le Covid. On constate en France notamment jusqu'à plus 30% d'appels aux services sociaux de femmes victimes de violences intraconjugales, qui est une des violences les plus actives, si j'ose dire, dans le monde, et dans bien d'autres pays également, là où les services sociaux existent. En tout cas, ce constat est également fait. Le 25 novembre, c'est une journée symbolique mondiale qui a été lancée par l'ONU et qui consiste à dire il faut au fond, pour accélérer sur ce sujet qui est un sujet fondamental, parce que je crois vraiment qu'on ne pourra pas atteindre l'égalité économique réelle, qu'on ne pourra pas véritablement travailler à une Europe de l'égalité ou un monde de l'égalité entre les femmes et les hommes si le sujet de la violence, qui est un sujet vraiment fondamental, n'est pas réglé. Et ne progresse pas substantiellement. Donc cette journée, ces 16 jours d'action du 25 novembre au 10 décembre, ils sont là pour nous rappeler à quel point le sujet est d'actualité, à quel point derrière les portes des foyers, il y a une pandémie invisible qui se joue en ce moment même, qui est celle de la violence faite aux femmes, à quel point il est injuste et inacceptable que la moitié de l'humanité, quasiment, c'est-à-dire les femmes et les filles de ce monde, soient touchées de manière aussi systématique de leur naissance jusqu'à la fin de leur vie par les violences, et surtout combien l'on doit maintenant entrer dans l'impact, c'est-à-dire trouver des mesures, des actions ensemble en multilatéralisme, si j'ose dire. Ça, c'est vraiment la philosophie des Nations Unies et d'ONU Femmes, avec des partenaires privés et publics pour accélérer véritablement sur cette question qui révolte et indigne non seulement des femmes et des filles, évidemment, mais aussi des hommes. Et ça, je voudrais le dire, je pense que la présence des hommes et l'engagement des hommes sur cette question est absolument fondamental pour faire véritablement progresser la question. Et donc, pour finir, les 16 jours d'action que nous entamons donc demain, mais qui sont en réalité tous les jours dans notre engagement, ce sont 16 jours pour sensibiliser, faire prendre conscience à quel point c'est une tragédie humaine qui dévaste des vies, qui dévaste des destins et qui empêche des êtres humains de se réaliser, à quel point c'est très difficile de se remettre d'une situation de violence. On prend des années à s'en remettre si l'on s'en remet un jour. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, sensibiliser aussi aux droits. Quels sont les droits qui existent? Quels sont les dispositifs législatifs, normatifs qui, dans les États, peuvent aider les femmes victimes de violences? C'est très important de travailler aussi là-dessus. Et puis, pour ONU Femmes en particulier, c'est aussi un enjeu de levée de fonds, puisque l'argent que l'on lève auprès du grand public et des entreprises notamment va évidemment à des programmes concrets. On en a des dizaines pendant le Covid pour aider des femmes sur le terrain à les accompagner, les aider à se remettre, évidemment, quand elles ont été victimes de violences.
Je vous remercie, Madame Masse. Je me tourne désormais vers mesdames les députées. Donc, je vais vous poser plusieurs questions par rapport à ce 25 novembre, à la question des violences faites aux femmes. D'après vous, qu'est-ce qu'une violence systémique? Et de par vos expériences, comment l'Europe peut-elle lutter contre cette violence systémique envers les femmes? Je donne d'abord la parole à Madame Gwendoline Delbos-Corfield. Merci, bonjour. La violence, elle est systémique parce que notre monde est construit sur la base de nombreuses inégalités, et notamment d'inégalités entre les femmes et les hommes, et qu'on met beaucoup de temps à sortir de cet état de fait. Ça s'inscrit dans nos histoires, évidemment, de tous nos États membres, d'injustice, de rôles donnés, d'inégalités sociales, d'inégalités face au vote, face à la représentation, à la participation dans l'espace public, etc. Bon, tout ça, c'est très connu. Ça s'inscrit aussi dans le fait qu'on manque à la fois d'images et à la fois de réalités concrètes de femmes en situation de force, d'énergie, de puissance. Il y a une personnalité publique française qui a écrit récemment un livre sur les femmes puissantes, mais c'est vrai que cette notion-là, elle est associée aux hommes, et que du coup, il y a l'image que les femmes seraient les faibles et que les femmes devraient subir de ce fait la puissance des forts. Ça, c'est évidemment des choses qu'on voit un peu partout, et notamment dans la représentation politique qui est la plus évidente, mais la représentation, vous l'avez dit, dans le monde économique, peu de femmes à des places importantes économiquement, mais aussi la représentation tout simplement dans la littérature, dans la culture et dans l'éducation de nos enfants. Je cite souvent les exemples récents d'un certain nombre d'ouvrages, les BD de Pénélope Bagieux, des livres qui nous viennent des États-Unis, qui sont des biographies en une page, qui sont les livres des femmes connues, et c'est là où on s'aperçoit, même nous féministes, même nous à nos âges, qu'il y a des tas d'exploratrices, de scientifiques, de journalistes qu'on ne connaît absolument pas à travers le siècle, et que nos histoires et nos livres d'histoire, même en France encore aujourd'hui, représentent globalement beaucoup les hommes dans ces positions-là et pas les femmes. La question des violences, elle est systémique aussi parce que, effectivement, dans le vécu des femmes, on le voit, des nombreuses, comme l'a fort justement dit Isabelle Coustet, beaucoup de choses ne sont pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, l'Union européenne fait un gros travail de conscientisation et d'enquête sur ces sujets-là. Il y a donc eu beaucoup d'enquêtes, et les enquêtes sont souvent assez angoissantes à les lire. Le nombre de femmes qui disent avoir été victimes de harcèlement, le nombre de femmes qui disent avoir été sujettes à violence, voire à violence sexuelle. Les nombres sont effarants, et la prise de conscience, elle est très très longue. Elle est longue dans toutes nos sociétés. Elle a été trop longue, et elle a été trop longue notamment aussi dans la réponse apportée par les institutions. Et donc, il y a aussi une forme de violence qui est venue dans les institutions. Il y a le droit qui n'est pas toujours au point dans un certain nombre de nos États. C'est un vrai problème au niveau européen aussi, parce que, par exemple, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est le viol dans tous les États. Et puis, dans chaque État se pose la question de, souvent le droit est très ambigu sur la question du consentement. C'est à la victime de prouver beaucoup de choses dans des situations qui sont très difficiles. Il y a évidemment la grande problématique pendant longtemps de ne pas avoir su reconnaître que la violence intrafamiliale était une violence et qu'elle devait être jugée par l'institution. On avait tendance à penser que c'était des affaires personnelles, etc., etc., etc. Donc, toutes ces violences ont pris beaucoup de temps pour être prises en charge par les institutions. Et aujourd'hui encore, l'exemple a été donné là aussi par Isabelle, il y a encore des États qui, jusqu'au plus haut niveau, empêchent les violences qui s'exercent auprès des femmes d'être entendues, le refus d'un certain nombre d'États de signer la Convention d'Istanbul, et des États comme la Pologne qui régressent sur la question de l'avortement. Donc, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne? Je l'ai dit, c'est surtout un gros travail de conscientisation, un travail d'alerte, essayer de faire connaître les bonnes pratiques, essayer d'entendre les femmes de tous ces États-là, notamment des rencontres aussi avec les femmes parlementaires. C'est d'aider en termes de subventions un certain nombre d'associations dans ces États-là, vérifier que l'argent est bien utilisé, parce qu'on a pu aussi parfois s'inquiéter après de la dérive, comment l'argent européen était utilisé parfois contre les femmes quand c'était des projets qui devaient être pour les femmes. Et puis être tout le temps vigilant, et je finirai là-dessus, ça a été évoqué partout.
la situation sanitaire a révélé la fragilité de nos sociétés, qu'on n'avait pas suffisamment progressé sur ces questions-là, très loin de ça, et que effectivement, dès qu'il y avait un moment de crise, un moment aigu particulier, une disruption, dans ces moments-là, les femmes sont comme beaucoup d'autres populations discriminées et vulnérables, les premières à subir les violences économiques et sociales, mais aussi les premières à retrouver, dans le cadre de confinement, par exemple, à vivre encore plus de violences morales et physiques. Et là-dessus, l'Union européenne, notamment à travers le Parlement, mais à travers les 3 institutions, a été très rapidement en alerte et a très rapidement alerté. Et dans les États, on a vu du coup aussi parfois cette question être prise en charge parce que l'Union européenne les avait alertés. J'espère que j'ai fait les 3 minutes. Je n'ai pas fait. C'était très bien, je vous remercie. Je vais demander désormais à Madame Zakharopoulou si elle a des choses à ajouter, ce qu'elle en pense de son point de vue, effectivement, d'eurodéputée également. Il faut mettre le son. Tu m'entends, Gwendoline? Oui. Je disais que c'est toujours difficile passer après quelqu'un qui est excellent, il parle et s'exprime en sa langue maternelle et en plus, il connaît très bien les sujets. Merci beaucoup pour tout ça que tu as dit parce que pour moi, il n'y a pas, quand on parle des droits des femmes, et les couleurs politiques pour moi ne sont pas importantes d'un moment on veut avancer la grande cause, l'égalité femmes-hommes et faire des actions pour combattre, par exemple, dans ces journées, la violence faite aux femmes. Je voulais ajouter, je vais ramener un exemple, disons, un des meilleurs exemples au niveau européen, que c'est l'Espagne, où je suis allée en Andalousie. En 2004, ils ont commencé à mettre des mesures au niveau d'État. L'État, il a fait comme une priorité. Ça fait 16 ans que c'est une priorité politique. Et on voit qu'aujourd'hui et les dernières années, le nombre de personnes, de femmes qui perdent leur vie sous les coups de leur mari reste toujours les mêmes, environ 50, 55. Mais jamais, après toutes ces années, n'est pas zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, c'est ça exactement la violence structurelle. Qu'on peut prendre des mesures, on peut investir de l'argent, chercher à former, à éduquer, mais les 15 ans ne sont pas suffisants. Ça veut dire que c'est un travail vraiment qui est très profond, peut-être parfois lié à la nature humaine, la violence qu'il y a en état psychologique, et qui quand même, pour combattre ce phénomène, il n'y a rien de meilleur qu'investir et être patiente, investir sur la nouvelle génération et sur l'éducation. Parce que j'ai vu aussi que leur programme pour travailler sur ces changements de la violence structurelle, les Espagnols investissent beaucoup sur l'égalité à travers des petits bouquins pédagogiques à l'école avec des campagnes en continu. Ce n'est pas parce qu'on a fait une campagne une année, c'est fini l'année prochaine. Et je vais dire, j'ai trouvé ce modèle très, très intéressant. Et parce qu'on voit que les racines, si vous voulez, de la violence sont vraiment très, très, très profondes. Après, je voulais dire, permettez-moi un petit peu avec les Covid. Les Covid, c'était pour quelqu'un aussi de chef d'État européen, une belle excuse pour faire reculer les droits des femmes. C'est ça que moi, je puis noter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Imaginez une femme elle cherche à échapper de son mari ou de son compagnon et qui lui, c'est le moment qu'on est confiné, c'est le moment que nous ne pouvons pas sortir, une femme ne peut pas sortir vu la condition, et alors on se trouve avec
beaucoup des inégalités, comme tu disais, Gwendoline, parce qu'on a eu pendant ces périodes la régression des droits, les droits sexuels et reproductifs. On a vu le problème pour avoir accès à l'interruption de grossesse ou à la maternité. On a vu aussi un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée pour beaucoup de femmes qui ont dit gérer les enfants, le travail à la maison. Et bien sûr, les Covid de per se, je parle comme médecin, on sait très bien qu'il a créé beaucoup de problèmes de santé mentale. Et encore, on n'a rien vu. Je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont souffrir des problèmes de santé mentale. Et c'est pour ça aussi, imaginez une personne qui tape sa femme, si je peux me permettre, qui est violent, une situation de Covid peut lui faire, peut être que pire, comment je peux dire, empirer la situation. Alors, qu'est-ce qu'alors l'Europe peut faire? La chose qu'elle a dit aussi ma collègue, et je pense pour moi, comme transnationale, que je vécu en 3 pays, je peux dire qu'est-ce que c'est l'Europe et sa force? Prendre de chaque pays les bonnes pratiques. Et c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. Ça veut dire, on a par exemple l'exemple d'Espagne que je fais. En France, on a fait beaucoup de progrès après les Grenelle et on a vu que grâce à cette sensibilisation, pendant les Covid, on a pu renforcer tous les dispositifs avec les pharmacies, avec les supermarchés, qu'une victime pouvait y aller et que la gendarmerie pouvait être avisée. Je vais dire ça, c'est des bonnes pratiques et je pense que ça, il nous montre l'Europe et il faut parler. Ça veut dire il faut parler encore plus. Et bien sûr, concernant les violences, vous voyez qu'il y a un problème parce que vraiment la question des compétences des États membres avec les compétences de l'Union européenne, parfois ne sont pas les mêmes. Et malheureusement, dans ce cas, on voit qu'il y a la Convention d'Istanbul, qu'elle est bloquée, elle est signée mais n'est pas ratifiée par des États membres. Et Madame von der Leyen, elle était engagée sur une directive cadre qui englobe toutes les violences. Mais on a pu constater que maintenant, pendant son grand discours sur l'état de l'Europe, elle n'a pas parlé de ça. Et la question est que la Commission reste bloquée. Et moi, je pense, avec Gwendoline, avec des autres personnes qui ont poussé pour les droits des femmes, il faut qu'on demande plus aussi à la Commission, on demande plus aux États membres pour qu'il y ait vraiment un déblocage. Et après, pour finir, qu'autre peut faire l'Europe? C'est ça qu'il a proposé, nous, la Renaissance, les Français, mais et aussi les groupes Renew. Nous, on croit beaucoup à la formation d'égalité, d'un conseil à l'Union européenne d'égalité. Comme on a les conseils de ministre de l'Agriculture, de la Santé maintenant, il faut aussi avoir cette formation d'égalité. C'est très important pour que puissent les 27 pays parler, discuter, échanger des bonnes pratiques. C'est aussi un signal fort vis-à-vis de toutes les femmes européennes. Je vous remercie, c'était très intéressant. Je vais repasser la parole à Madame Liméry de la Maison de l'Europe de l'Eure pour la session questions-réponses. Oui, merci, merci Astrid et merci pour les éclaircissements de la part des 2 eurodéputés. Effectivement, la Maison de l'Europe de l'Eure travaille à faire le lien entre les citoyens et les institutions européennes. Et donc, dans ce cadre-là, ici, pour le webinaire, nous avons recueilli les questions du public qui vont pouvoir poser directement aux eurodéputés. Donc, on a tout d'abord une première question que nous avons pu récolter d'une personne qui est en train de regarder le webinaire, donc qui nous dit « Effectivement, il y a des difficultés à dénombrer les violences faites aux femmes, comme vous l'avez précisé, notamment les violences sexuelles, car les victimes ont parfois un sentiment de honte ou peur d'avoir affaire aux autorités. Quelles solutions est-ce que l'Union européenne pourrait apporter pour avoir un réel décompte et donc, a fortiori, mieux prendre en compte et mieux comprendre en fait où sont et qui sont les victimes. » Moi, je veux bien répondre.
Je l'ai évoqué dans mon intervention, on a d'abord un problème de définition commune du viol. Aujourd'hui, on a autant de définitions du viol que d'États membres, donc il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Et il y a un travail aussi, je voudrais alerter les gens aussi sur le fait qu'on n'a pas la même perception. Je crois que c'est il y a quelques années, en 2015, qu'une grande enquête avait été faite dans plein d'États membres où il était demandé aux femmes, à des échantillons nombreux de femmes dans chaque État membre, si elles considéraient vivre des violences, par qui, dans leur cadre familial, etc. Et ça avait été compliqué en Pologne, le résultat de cette enquête, parce que c'était une collègue qui est d'ailleurs députée aujourd'hui, Sylwia Sporek, qui à l'époque était défenseur des droits humains en Pologne, qui m'avait expliqué ça, que ça avait été compliqué parce que la réponse des Polonaises et des Suédoises était très différente. C'est-à-dire que si on n'en croyait que les chiffres, les Suédoises avaient évoqué vivre beaucoup de violences et les Polonaises très peu. Et évidemment, après, le gouvernement polonais s'appuyait là-dessus pour dire, voyez bien, nous, il n'y a aucun problème, on est un pays chrétien où les femmes sont très bien traitées dans leur famille et vraiment, nous, il y a l'amour de la famille, donc il n'y a aucun souci. C'est ces pays bizarres de nordiques qui vivent ce genre de problème. La réalité, c'est que, en fait, c'est un problème de perception aussi, c'est-à-dire que la femme suédoise a un seuil de tolérance à la violence qui est minimal et c'est une très bonne chose. Et donc, très rapidement, elle, si on lui crie dessus, déjà, elle considère qu'elle a subi une violence. Malheureusement, la femme polonaise a un seuil de tolérance extrêmement fort. Et donc, si on pose exactement la même question, un peu vague, de manière généraliste, sans précision, on récoltera des données qui sont biaisées, puisqu'on a encore un problème de perception très fort dans les populations. Donc, ce qu'il faut demander, c'est plus simplement, est-ce que vous avez reçu une gifle? Est-ce que vous avez déjà reçu une gifle dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà crié dessus? Est-ce que vous avez déjà été mis à terre? Et là, on verra qu'effectivement, on aura des données bien plus précises et bien plus détaillées. Donc, suite à cette grande enquête qui avait été faite en 2015, ils ont pris conscience, ça devait être EIGE, qui est l'institut qui travaille sur ces questions-là européen, qui est un institut subventionné par l'Union européenne pour faire ce type d'enquête sur les questions de genre et l'égalité. Ils ont modifié leur méthode de travail pour que leurs données soient effectivement un peu plus précises, parce que sinon, on se retrouve confronté à ce genre de problème. Et puis après, il y a évidemment tout simplement le fait d'en parler, comme Chrysoula l'a dit, de faire des campagnes, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui en France, par exemple, mais de manière générale, suite au fameux mouvement MeToo, la parole s'est libérée, beaucoup de femmes viennent de plus en plus confier les difficultés qu'elles ont rencontrées, dénoncer un viol si elles en ont subi un. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'autre grande solution miracle que de faire savoir qu'il faut le dire, qu'on a le droit de le dire, que c'est important de le dire et de faire avancer sur la question. Enfin, et je finirai là-dessus, il y a un gros travail évidemment de savoir recueillir la parole. Comme l'a dit Chrysoula, l'Espagne, à un moment donné, a mis beaucoup d'argent et c'est vrai qu'en termes de chiffres, peut-être l'efficacité n'est pas grande et pas si grande. En revanche, on sait que la prise en charge en Espagne, elle a changé énormément et que ça, c'est très positif. Et on voit qu'il y a une volonté, par exemple, de l'État français d'agir de la même manière et de plus en plus, dans un certain nombre d'États, une volonté de se rendre compte qu'il faut former des policiers à recueillir la parole, il faut former la justice à recueillir la parole, et il faut former la justice à savoir juger ce genre de situation aussi, etc. Puisque un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'en plus, il y a, une fois même que les femmes ont dénoncé des viols ou des violences, il y a le problème du jugement. Et là, le gap est énorme. Aujourd'hui, on a encore une différence entre le nombre de femmes qui viennent porter plainte et le nombre de jugements réels qui sont à la fin, qui est infinitésimal. Et ça, c'est un vrai problème. Donc après, il y a aussi un problème de savoir juger ces situations. Merci. Donc, je vais aussi demander à Madame Zakharopoulou de réagir également sur la même question. Et après, on aura une deuxième question du public. Je suis tout à fait d'accord avec Gwendoline. La question de la définition, c'est toujours la chose plus importante. Vous voyez, quand on parle de la violence, et c'est sûr que l'Europe du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, il n'a pas la même culture. Et je trouve que ces différences, on les voit quand on parle de beaucoup de sujets.
pas seulement des violences, mais beaucoup des sujets des femmes, sur les questions de l'égalité, sur la perception qu'ils ont pour la contraception, et bien sûr, sur qu'est-ce que ça veut dire que les partenaires est violent. Mais cette culture qu'on connaît, qui est quand même, qui c'est toujours ça qui nous unit aussi, on peut peut-être prévoir d'adapter comme tu as dit, il faut adapter les langages selon la culture. Et c'est ça qu'il faut que soit fait. Et bien sûr, l'éducation. Et on voit aujourd'hui, à travers le numérique, la technologie, qui est tout, la nouvelle génération est connectée avec un téléphone comme ça, on peut prévoir, c'est une volonté d'y pousser l'égalité. Je vais dire pour la France, j'ai la chance d'y participer depuis l'année dernière, et hier j'ai eu un rencontre avec la ministre Moreno, et que depuis un an, avec la volonté de Marlène Schiappa, on a eu 10 groupes avec des personnes spécialistes. Il y a la gendarmerie, il y a des magistrats, il y a des personnes qui s'occupent des violences outre-mer, il y a les questions d'hébergement, de l'éducation. Moi, je m'occupe des violences économiques. Et un sujet qui existe dans la Convention d'Istanbul, mais ce que je voulais partager avec vous, par exemple, il y a eu depuis un an beaucoup d'avancées au niveau de la justice, avec les bracelets anti-éloignement, avec la formation des juges. Comme médecin et avec l'ordre des médecins, on est d'accord aujourd'hui qu'on peut lever le secret médical quand on a en face de nous une femme qui a subi une violence. Je veux dire, il y a un papier que je voulais vous montrer seulement pour vous dire que ces groupes, ces petits groupes que je les connais, ça fait vraiment beaucoup de progrès ont été faits, et je trouve aussi, comme disait Gwendoline, l'opinion publique aide aussi le gouvernement actuel. Et je pense qu'on va s'associer toujours, la société civile avec les politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie prise. C'est une question de conscience. Aujourd'hui, on sait que ces problèmes, on va les combattre ensemble, société et politique. Merci pour ces réponses. On va avoir aussi également une deuxième question d'une jeune femme, pareil, qui nous regarde cette fois-ci, une question spécifique sur le féminicide. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà redéfinir ce terme? On veut savoir, est-ce que le féminicide est reconnu ou non dans l'Union européenne, où ça en est en fait dans l'Union européenne, et si vous avez quelques chiffres et quelques éléments à ce sujet-là pour éclairer cette jeune fille qui s'appelle Inès. Donc, on peut laisser Madame Delbos-Corfield répondre en premier. C'est la Yannick, je vous donne un truc. Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si Gwendoline veut répondre. C'est une question très difficile parce qu'on n'a pas une définition, on n'a pas, je veux dire, les féminicides, nous, au niveau européen, on ne l'a pas utilisé. Ce que Mme von der Leyen avait proposé a été de reconnaître reconnaître comme un crime européen, la violence faite aux femmes quand il y a un féminicide, que c'est un crime. Mais honnêtement, on n'a pas de nouvelles, parce que vous comprenez que là interviennent les côtés législatifs, et chaque État membre ne va pas accepter quelque chose. Je
Je ne sais pas comment on va avancer sur ces dossiers, mais personnellement, je n'ai pas des autres éléments. Ça veut dire j'ai cherché de trouver, mais la liste des crimes européens, comme par exemple le trafic d'êtres humains, pour être un exemple, on espère que Madame von der Leyen va garder, va tenir sa promesse, elle va pousser, ou quand même qu'on va ouvrir ce débat, parce qu'il faut déjà commencer à parler, est-ce que c'est un crime ou pas un crime? Parce que si on ne parle pas et on continue à faire business as usual, on ne va jamais parler. Il faut qu'on mette sur la table, qu'on appelle les législateurs, qu'on discute comment on peut avancer sur ces sujets. Je ne sais pas si ma réponse est suffisante, mais peut-être, Gwendoline, tu connais quelque chose, tu as des autres éléments? Pas tellement. Alors, les quelques chiffres que moi j'ai, c'est une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles après l'âge de 15 ans, d'après l'agence, donc l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est une enquête qui date de 2014. Une femme sur 10 a été victime de violences sexuelles et une femme sur 20 a été violée. Un peu plus d'une femme sur 5 a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un ancien compagnon ou de son compagnon actuel. 43% des femmes ont été victimes de maltraitance psychologique ou de comportement dominateur dans le cadre d'une relation amoureuse. Ça, c'était selon les données Eurostat, à peu près dans les mêmes années. On voit que dans de nombreux États, plus de la moitié des femmes victimes de meurtres sont tuées par un partenaire sexuel ou un membre de leur famille. Et enfin, selon une autre étude, 3500 décès par an liés aux violences familiales dans l'Union européenne, ce qui donnerait 9 personnes par jour. Et sur ces 9 personnes, 7 seraient des femmes. Donc, les chiffres ils sont très importants. Comme disait Chrysoula, non, il n'y a pas une définition commune du féminicide. J'ai envie de dire que même dans chacun de nos États membres, c'est un mot qui est neuf, qui est récent, qui est apparu récemment. Et effectivement, il y a un certain nombre de volontés, d'idées chez les parlementaires au Parlement européen, parmi évidemment la société civile, beaucoup d'associations qui poussent à ça. Et puis, à la Commission comme au Conseil, on peut trouver évidemment des interlocuteurs qui seraient intéressés à se dire qu'il faut maintenant avoir une définition européenne sur la question, à inclure dans la liste des crimes reconnus par l'Europe les crimes basés sur la violence, gender-based violence. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va avancer au cours des années, des mois, des années qui viennent, certainement pas assez rapidement, malheureusement, parce qu'il y a quand même de la résistance encore parmi des parlementaires, parmi des États membres, parmi une partie de la société européenne, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut qu'on avance, d'avoir une définition commune et que ça soit reconnu surtout comme un crime au niveau européen, un crime parce que ça, après, comme je travaille sur les questions de coopération judiciaire, je ne vais pas rentrer dans des grands détails, mais ça a des implications ça permet beaucoup de rapidité. Par exemple, si quelque chose est reconnu au niveau européen comme un crime, la coopération judiciaire peut se faire beaucoup plus vite, on peut avoir un mandat d'arrêt européen, etc., etc. Si un crime n'est pas reconnu au niveau européen, ça complique beaucoup plus après les choses si la personne change de pays, par exemple, d'État membre, etc. Donc, c'est des choses qui nous permettent après de travailler plus rapidement en termes policiers et judiciaires. Je vous remercie pour vos deux interventions. Allez-y. Je disais seulement, si je peux ajouter, que reconnaître le féminicide comme un crime, je serais très contente de le voir, mais aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que je me pose un petit peu la question qu'on se trouve à discuter en 2020 sur la question de l'avortement dans un pays membre. Alors, je suis quelqu'un qui est positif, que je veux pousser parce que c'est un dossier que je le porte, mais j'ai un petit peu, Gwendoline, un petit peu quelquefois, quand je vois que le Covid, et pendant 9 mois, on ne parle pas beaucoup des femmes. On a beaucoup de blocages. Ça veut dire que le Parlement européen, il a vraiment, tous les partis progressistes ont envie d'y avancer sur les sujets. Mais il faut aussi que la Commission nous aide.
Je vous remercie à toutes les deux. Peut-être, Madame Mas, vous voudriez rebondir sur cette question sur les féminicides. Je sais que le comité ONU Femmes France avait mené une campagne de communication sur la reconnaissance pénale du féminicide dans la loi. Je vous laisse répondre. Oui, merci. En fait, il y a des dizaines de sujets sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, très intéressant. Sur la question spécifique du féminicide, il y a effectivement le problème des définitions multiples qui aujourd'hui achoppent en Europe, et il y a aussi le problème de la reconnaissance pénale de la qualité d'être femme et donc d'être tuée pour cela dans la loi. Et donc de qualifier ce crime de cette façon-là dans la loi. En tout cas, ça avait été soulevé par des pénalistes dans des débats. Donc, c'est une question qui est complexe. Ce qui est sûr, c'est que, au-delà de sa résolution finale, je crois vraiment que le chemin qui peut permettre d'y arriver, il est aussi important, c'est-à-dire le fait d'en débattre et le fait de poser le point, de créer cette culture du sujet, si j'ose dire, qui malheureusement aujourd'hui est encore beaucoup trop présent, les chiffres ont été rappelés, ça me semble essentiel. Et c'est pour cela que l'année dernière, au-delà d'une campagne de communication, on a vraiment fait une campagne de sensibilisation qui a eu de très nombreux retours dans l'opinion parce qu'on a tapé assez fort, alors qu'on est plutôt une structure institutionnelle. On a vraiment voulu mettre cette question fortement dans l'opinion au moment d'Orange Day. Quelques réactions rapides sur ce qui a été dit aussi, je pense que c'est important. Je crois que cette question systémique, elle ne se traite que par un dispositif systémique, c'est-à-dire qu'il faut ce qu'on peut appeler le hard, la loi, effectivement, les périls autour de la Convention d'Istanbul sont très inquiétants. Il y a toute la dimension éducative que vous avez évoquée qui est essentielle, notamment avec les garçons. Je reviens aussi sur un point qui me semble important, cette idée que, vous l'avez dit, la femme polonaise n'a pas forcément la même perception de la violence que la femme suédoise. Oui, mais c'est sans doute le début du problème, parce qu'au fond, de ne pas intérioriser, de ne pas avoir une vision claire peut-être de ce que peut être une violence à son égard, c'est bien le premier problème qui est défini par des philosophes éminentes, hein, je pense à Geneviève Fraisse, mais aussi à d'autres penseurs de la question. Le premier problème, c'est d'être consciente qu'on est victime de violence. Sauf quand il s'agit effectivement de menaces physiques, mais la violence peut être insidieuse. Et donc, le glossaire, il est absolument indispensable, même s'il n'est pas forcément facile à produire. Et d'ailleurs, UN Women vient de produire un glossaire, alors qui reste très générique, mais sur justement les termes, parce qu'à partir du moment où vous avez un malaise par rapport à une situation donnée, c'est qu'il y a un début de problème. Et on voit bien dans les études sociologiques, c'est très clair que si les femmes détectaient, et si c'était facteur d'indignation, c'est-à-dire d'être consciente que ça n'est pas normal et qu'aucune culture au monde ne peut justifier la violence vis-à-vis d'un être humain, qu'il soit femme ou homme, et là en l'occurrence on parle des femmes, alors on pourrait progresser. Et puis rapidement, je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est l'autonomisation économique. L'European Institute for Gender Equality, dans sa dernière étude sur l'égalité des genres, a bien mentionné le fait qu'on avançait trop lentement sur la question, notamment pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas assez de femmes au plus haut niveau de décision, politique, économique et autres, et l'on sait que la diversité permet de faire avancer la question plus vite. Et deuxièmement, il faut que les femmes soient aussi dans des secteurs clés comme l'IA, etc., parce que plus elles sont autonomisées économiquement, il y a un lien, plus en cas de violence, parce que la violence arrive dans tous les milieux sociaux, ne cédons pas aux stéréotypes de bas étage, eh bien, elles peuvent s'en sortir. Et un dernier point, moi, je crois que l'Europe a un rôle très important à jouer dans ce que vous avez nommé, d'ailleurs, qui est le narratif, c'est-à-dire que l'Europe doit être cette puissance protectrice qui fait emprunt aux meilleures pratiques, et ça, c'est très important, pour pouvoir pousser par tous les moyens soft et hard, législatifs comme culturels, de sensibilisation. Et en ce sens, l'Europe, qui incarne quand même une vision, notamment ces dernières années, l'Europe était sans doute l'un des endroits les plus avancés sur la question. Il y avait quand même encore, notamment sur la question des droits sexuels et reproductifs, beaucoup de velléité de préserver cette question. Eh bien, l'Europe doit être, je pense vraiment à la manœuvre de ce sujet en construisant ce narratif avec tous les acteurs, société civile, politique, économique également. Je vous remercie. Je voudrais m'adresser maintenant à Madame Moujard. En tant que membre du Business Professional Women Évreux, pourriez-vous nous parler des violences envers les femmes au sein du milieu professionnel à part entière?
Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors effectivement, les femmes sont victimes dans tous les espaces de la vie et à tous les âges. On parlait d'enquête tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de l'enquête Virage que je trouve particulièrement éclairante en France. Et il y a un espace qui apparaît comme une des pierres angulaires de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la sphère du travail. Et je sais que l'Europe œuvre de longue date sur ce point-là et les problématiques sont nombreuses. Madame Mas vient d'en évoquer. L'égalité de salaire, bien sûr, les discriminations à l'embauche et dans les carrières, mais aussi les agissements sexistes et les violences sexuelles qui sont aussi dans la sphère du travail. Pour le seul harcèlement sexuel, notamment, une femme sur 5 va être victime ou a été victime dans sa vie de harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. C'est énorme. Et c'est sur ces points que j'aurais envie de me tourner vers les eurodéputés. Quelles sont les actions de l'Europe et les actions peut-être à venir sur ces points dans la sphère du travail? Je ne sais pas si l'une de nos deux députées souhaite répondre à Madame Bouchard. Rapidement, je crois que vraiment la question du harcèlement au travail, la question des violences subies dans le monde du travail, elle est extrêmement importante, mais elle est la conséquence, évidemment, et ça a été dit, d'une situation globale, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Ça ne nous empêche pas d'avoir après des outils, des instruments. Par exemple, au niveau du Parlement européen, il y a eu un grand travail fait sur un plan contre le harcèlement. Et il y a aussi, là encore, comme le mot qui avait été utilisé, un narratif sur empêcher le harcèlement en général, et notamment dans le monde professionnel, avoir des textes qui racontent ça, etc. Mais là où vraiment il faut faire un impact, c'est effectivement sur la situation globale, tant que les différences de salaire, les différences de situation hiérarchique, les différences de place dans les systèmes de pouvoir seront aussi importantes. Nous n'arriverons pas à agir réellement après sur les conséquences désastreuses que ça peut avoir, que ce soit le harcèlement physique, sexuel ou simplement les propos discriminatoires. Et puis évidemment, comme ça a été dit aussi, toutes ces femmes qui, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens, se retrouvent dans des situations de dépendance à d'autres. Donc c'est vraiment la grande image sur laquelle il faut travailler. Là, encore une fois, ce n'est pas des compétences directes de l'Union européenne. Donc, ce que peut faire l'Union européenne, c'est lancer des grandes directives, inciter, dire qu'elle voudrait que les États membres travaillent sur les écarts de salaire. Donc, on a écrit des textes sur le gender pay gap en anglais. Voilà. Et évidemment, de rappeler qu'il faut promouvoir les femmes dans des rôles plus importants, aux directions, etc., etc. Ça reste compliqué, hein. On nomme régulièrement, par exemple, ici au Parlement, où on approuve la nomination plus exactement de gens dans les structures bancaires européennes, les grandes structures de supervision financière, etc., etc. On nous propose quasiment tout le temps que des noms d'hommes. Donc là, récemment, ça fait plusieurs fois que le Parlement a refusé de voter des noms d'hommes en demandant proposez-nous des noms de femmes, mais c'est très très compliqué. Donc encore une fois, au plus haut niveau en termes de représentation, on est en difficulté. Et puis on sait que sur les écarts de salaire, on n'a absolument pas très peu avancé. Dans certains États membres plus que dans d'autres, mais enfin globalement quand même très peu. Donc voilà, ça serait ça mes éléments de réponse dans un premier temps. Je vous remercie. Madame Zakharopoulou, vous voulez ajouter quelque chose, quelques éléments? Moi, je voulais ajouter, parce que je voulais peut-être ajouter quelque chose. Un petit peu pas concernant les violences économiques. Les violences économiques, c'est un terme qu'on trouve, comme je disais, dans la Convention d'Istanbul. Et on parle pratiquement de cette situation où la femme, elle ne travaille pas, elle est soutenue par son mari, ou elle travaille, mais n'a pas accès à son argent. Ça veut dire son argent est contrôlé par son conjoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand une femme subit en général une violence, vu qu'on parle de violence,
et qu'il faut qu'elle aille à travailler. On voit comment les victimes de violences, que ce soit économiques, mais soit aussi des autres types de violences, il y a un impact négatif au travail. Les études montrent que 8 victimes sur 10 des femmes sont tellement impactées concernant la productivité. Ils vont, mais ils ne peuvent pas travailler. Ils sont souvent c'est un mot difficile, ils sont absents de leur travail. Et parce que, si vous voulez, c'est très important que les lieux de travail puissent accompagner aussi ces femmes. Et c'est là aussi la responsabilité, que bien sûr, ce n'est pas de l'Union européenne, mais encore une fois, il y a beaucoup aujourd'hui de compagnies internationales qui ont dans de différents États membres de leur boîte. Alors, ils peuvent adopter des mesures pour mieux informer le personnel, les médecins du travail, pour pouvoir aussi aider les femmes avec des solutions en lui permettant la mobilité. Aussi, une autre mesure que j'ai racontée avec des boîtes que je parlais, c'est qu'une boîte peut aussi anticiper de l'argent pour que la femme puisse partir de chez elle. Et il y a une convention de l'Organisation internationale du travail sur la violence au travail, qui sont, si vous voulez, les premiers standards mondiaux sur la violence au travail, et l'Union européenne appelle les États à ratifier. Il faut continuer à les appeler parce que c'est un vrai sujet. Après, bien sûr, on a une différence de salaire, et alors l'Union européenne et Mme von der Leyen, elle a poussé beaucoup sur la question et s'est engagée encore une fois sur la transparence des salaires, sur le bon équilibre avec une directive concernant la vie professionnelle et la vie privée. Mais c'est pas parce que vous savez, souvent on dit qu'est-ce que l'Europe peut faire. Moi aujourd'hui, je pense, comme je vous disais, que les entreprises, toutes les boîtes qui ont partout, dans tous les pays de l'Union européenne, qui font des affaires, s'il y a une volonté et si vraiment il y a un engagement, peuvent faire beaucoup de choses aussi pour avoir un rôle aussi social. Et bien sûr, pour faire combattre les violences faites aux femmes. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Madame Mas, vous êtes également entrepreneur social. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Qu'en pensez-vous? En tant qu'entrepreneur social, plutôt. Écoutez, je pense que, alors effectivement, quand on est entrepreneur social, notre mission de vie, c'est l'impact social, c'est d'aider des bénéficiaires, d'aider des gens et de les faire progresser. Je pense vraiment que le sujet, ça a été évoqué par une commissaire européenne, la commissaire européenne en charge de l'éducation, il y a quelques jours au Women's Forum, et ça me semblait très intéressant. Elle disait, en fait, il faut vraiment arriver à valoriser aussi des histoires, des parcours de femmes, entrepreneurs ou autres, qui ont réussi, qui ont surmonté des épreuves, qui ont connu des échecs même personnels, peut-être même ayant été victime de violences. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une femme victime de violence qui est maintenant une entrepreneure dans la finance et qui, en fait, me disait, il y a quelques années, je n'arrivais pas à raconter mon histoire parce qu'elle était vraiment trop difficile. Et aujourd'hui, je la raconte. Et le fait d'accoler vis-à-vis de personnes, le fait qu'on ait pu être victime de violence, donc dans une situation de précarité morale, de perte de dignité temporaire parce que quelqu'un a voulu attenter à notre vie, à notre dignité, et de l'autre côté qu'on ait réussi après cela avoir un parcours, notamment dans la finance, mais ça peut être dans n'importe quel parcours professionnel positif, retrouver cette dignité, ça c'est très important. Ça peut paraître tous très simple, mais je pense que c'est important. Et puis après, concrètement, je pense que l'Europe soutient l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des femmes et des hommes, puisqu'on sait que les entreprises gérées par des femmes et des hommes surperforment, ça a été prouvé, surperforment sur les ESG, c'est-à-dire sur la dimension
CSA et surperforment économiquement. Donc l'Europe aide, il y a énormément de programmes. En revanche, mesdames les eurodéputés, ces programmes sont difficiles d'accès quand on n'a pas l'habitude d'aller les trouver. Donc il faut vraiment simplifier encore les aides et les soutiens à l'entrepreneuriat des femmes, notamment en Europe, et aider les femmes à trouver ce chemin parce que c'est encore très compliqué. Je vous remercie. Je donne désormais la parole à Madame Liméry de la Maison de l'Europe de l'Heure pour la session questions-réponses avec le public. Oui, merci Astrid et merci pour tous ces éclaircissements. Effectivement, on a évoqué un petit peu plus tôt la question notamment de la Pologne et du droit à l'avortement, de la Hongrie aussi. On a une question du public qui revient sur cette thématique-là. Donc, la question est: quelles ressources possède l'Union européenne pour faire face aux mesures légales prises par le gouvernement hongrois qui vont à l'encontre des femmes hongroises? Est-ce qu'il serait possible aussi que l'Union européenne prenne des sanctions ou des décisions économiques contre les pays qui ne ratifient pas la Convention d'Istanbul? Et où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Si on peut avoir quelques petits éclaircissements. Merci. Oui, alors on n'a pas beaucoup de temps et je pourrais parler pendant des heures de la Hongrie, parce qu'effectivement c'est un dossier que je suis de très près étant la rapporteure du Parlement sur le sujet. De manière générale, pas que sur les femmes, les entraves aux droits et aux libertés, les manquements à la démocratie, à l'état de droit, voilà, les attaques contre les journalistes, contre, voilà, la corruption, toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui en train de détériorer la situation globale du droit en Hongrie. Elle est documentée, elle est conscientisée, ça se sait dans les chancelleries, ça se sait au Conseil, ça se sait à la Commission, ça se sait au Parlement, nous en parlons beaucoup. Quelles actions sont menées? C'est un peu le problème auquel on se confronte après. C'est-à-dire qu'on est dans un système, l'Union européenne, qui est un système beaucoup basé sur l'unanimité dans un certain nombre de votes, qui est aussi beaucoup basé sur le fait que les États membres ne se jugent pas entre eux. Et du coup, il n'y a pas d'action menée. Donc, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne? Elle pourrait en faire des choses, puisqu'on a quand même un droit. Quand on n'est pas dans les clous d'articles de traités de droit, on peut lancer ce qu'on appelle des procédures d'infraction. Ça arrive régulièrement quand la France n'est pas au point sur l'état de la pollution de l'air, par exemple. Il y a une procédure d'infraction qui est lancée contre elle et elle doit payer une amende. Quand une directive n'est pas rapidement mise en place par rapport à une loi européenne, par le droit français, pareil, il y a une procédure d'infraction. Donc, ça arrive assez souvent. Et malheureusement, sur le droit à la concurrence, ça c'est le meilleur exemple, hein, quand des entreprises fusionnent et qu'elles n'avaient pas le droit de fusionner, ou qu'au contraire, on estime qu'un État a donné un gros marché à une boîte sans faire un appel d'offres. Alors, il y a beaucoup de procédures d'infraction. Et sur la question de la Hongrie et de la Pologne, on n'arrive pas à avoir une commission qui lance des procédures d'infraction. On n'arrive pas à avoir un conseil qui s'auto-juge et qui dit là, ça suffit. Donc, on est dans une situation un peu coincée où le Parlement régulièrement alerte, mais il n'y a pas d'action qui suit. Voilà, donc c'est un peu la problématique sur laquelle on est. Sur la Convention d'Istanbul, alors d'abord, pour l'instant, il y a très peu de moyens de sanctionner économiquement un État. Il y a cette idée que dans le prochain budget, on va peut-être avoir une conditionnalité sur l'État de droit, mais enfin, c'est très compliqué à obtenir. Et de toute manière, la question de la Convention d'Istanbul ne serait pas dedans. Donc, on en est encore très loin. Aujourd'hui, simplement, ce qu'on peut faire, c'est au contraire par le biais de subventions pour des assos dans ces États-là qui agissent dans le cadre de programmes européens pour le droit des femmes. Merci. Est-ce que Madame Zakharopoulou, vous souhaitez aussi réagir sur cette question? Non, je pense que Gwendoline s'occupe de ce dossier. Moi, si vous voulez, j'ai un background médical. Je pense que l'état de droit, alors il faut définir qu'est-ce que ça veut dire aussi état de droit, parce qu'aujourd'hui, quand je vois la situation en Pologne, avec presque une interdiction totale de l'interruption de femmes à l'accès à l'interruption de grossesse, alors je vois peut-être que ce que j'attends et ce qu'on porte comme projet,
c'est de faire finalement parler du futur de l'Europe. Il faut faire une convention sur le futur de l'Europe et discuter des sujets, comme disait Gwendoline, sur les questions d'unanimité des décisions qui sont prises, de questions de procédures d'infraction, des actions, parce que c'est très difficile de parler de valeurs européennes, et je vous dis parce que je m'occupe aussi des relations avec l'Afrique, et quand je voyage par exemple, et je dis à nos partenaires, je parle de la question des femmes, de l'empowerment des femmes, des droits sexuels et reproductifs. Aujourd'hui, souvent, on ne donne pas de bons exemples comme européennes à cause de deux pays qui ne sont pas très favorables à soutenir les droits des femmes et reproductifs. Je pense que ce projet européen, il faut qu'il avance, et j'espère qu'on puisse avoir une conférence sur le futur de l'Europe pour réouvrir, pour repenser des dossiers et aussi notre fonctionnement. Merci. Oui, merci. Du coup, merci pour votre réponse. Je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour une dernière question du public. Donc, on a un spectateur, Kaan, qui se demande qu'est-ce que fait l'UE spécifiquement pour les violences à l'encontre des femmes transgenres. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation? Où est-ce qu'on en est sur cette question-là? Est-ce que vous avez des informations à nous donner dessus? Alors, il n'y a pas de règles spécifiques pour les femmes transgenres. En revanche, le Parlement, de plus en plus, s'inscrit dans une réflexion de travail qui est celle de l'intersectionnalité. C'est à peu près quelque chose qu'on retrouve dans de plus en plus dans nos textes, qui est présent aussi. Elena Dali, la commissaire, elle l'avait aussi utilisé pour la première fois ce mot. Ça veut dire de penser effectivement, encore une fois, les violences systémiques et comment certaines personnes sont plus vulnérables que les autres dans le cadre de ces violences systémiques, et qu'effectivement, il y a des populations plus vulnérables encore que les autres qui supportent toutes les violences qui s'accumulent, et que tout est construit pour en plus les discriminer de plus en plus. Donc, c'est le cas évidemment des femmes considérées d'une autre origine ethnique, c'est les femmes lesbiennes, c'est les femmes handicapées, mais c'est aussi les femmes transgenres. Donc, de manière générale, j'ai envie de dire que ce qu'essaye de faire l'Union européenne, c'est d'avoir un discours équivalent pour toutes ces femmes-là, et de dire qu'il y en a qui subissent encore plus et qu'il faut être attentif à ça et comprendre ces mécanismes-là. Mais il n'y a pas de loi spécifique pour les femmes transgenres. Après, d'un autre côté, il y a aussi, comme vient de l'évoquer Chrysoula, des États comme la Pologne et la Hongrie qui commencent à s'attaquer très spécifiquement aux droits de ces populations-là, comme des populations LGBTI en général, parce que ça leur permet d'avoir des boucs émissaires. Il faut construire de plus en plus d'ennemis de l'intérieur, il faut construire de plus en plus de gens sur lesquels on attaque pour avoir une cohésion du reste de la société derrière le leader Maximo. Et donc, effectivement, ça devient de plus en plus dur pour ces populations-là, migrants, roms, LGBTI, transgenres. Et là, l'Union européenne dit, quand il y a des lois constitutionnelles où il y a des zones LGBTI, comme en Pologne, elle dit vous ne devriez pas le faire. Pour l'instant, malheureusement, elle s'arrête un peu là. Donc, ce qu'on espère là encore, c'est des règles. C'est qu'à un moment donné, il y ait des procédures d'infraction lancées contre ça, parce que nos textes précisent bien que nos traités, etc., ont des textes, il y a des chartes, etc. La charte des droits fondamentaux, etc., dit bien que dans l'Union européenne, on ne peut pas être discriminé pour sa religion, pour sa culture, pour son origine, pour son sexe, pour son identité sexuelle, pour ses orientations sexuelles, etc., etc. Merci. Est-ce que Madame Zakharopoulou, vous souhaitez également réagir sur cette question ou ajouter autre chose? Non, j'ajoute une réflexion. Merci pour la question, et je pense que Gwendoline, comme elle a dit, elle a répondu. Moi, je voulais dire seulement que les États, pour voir la perversité, les États membres qui n'ont pas ratifié la Convention d'Istanbul, pourquoi ils n'ont pas fait, selon vous? Ils n'ont pas fait parce que le mot qui dérange, ça c'est qui disent, c'est le gender, c'est genre, c'est la identité des gens, la question des familles, la orientation sexuelle.
Quand on parle aujourd'hui avec une partie de conservateurs, que ce soit un peu droite, je montre droite, conservateur, le mot gender, c'est presque un mot à éviter. Vous comprenez alors qu'il y a tellement de fake news qui font circuler à leur pays concernant cette convention d'Istanbul, qu'avec la convention d'Istanbul, on veut faire la promotion du mariage homosexuel, que la convention évite à adopter le troisième sexe, pour vous dire qu'il y a une réalité de personnes qui souffrent de violences et sont dans les groupes, les LGBTI, les mineurs, toutes les catégories. Et on a les politiciens qui veulent profiter, y compris aussi l'Église, qui prend un traité, il prend la convention, il change la signification et qu'il utilise un instrument qui soit fait pour aider à l'égalité, devient quelque chose contre l'égalité quand il y a dans l'air. C'est vraiment la perversité de la chose. C'est pour ça que je voulais ajouter, si cette information peut aider, mais c'est quelque chose que moi, ça me choque et je vois chaque fois comment l'interprétation d'un document et des mots, comment ils changent si quelqu'un il est progressiste ou si quelqu'un il veut, il y a une vision vraiment conservateur et il veut faire oppression sur la femme. Madame Mouchard, est-ce que vous souhaitez réagir à toutes ces questions du public et ajouter des éléments? Écoutez, je vous remercie énormément pour ces réponses qui m'ont paru très éclairantes. Il y a plein de sujets abordés, mais j'ai trouvé ça très pertinent. Je vous remercie. Je passe alors la parole à Madame Mas, qui a probablement des éléments à ajouter. Merci Astrid. Non, très rapidement, pour terminer sur une touche d'espoir, l'implication de la jeunesse, elle est très importante aussi sur ces sujets et l'année prochaine aura lieu, hopefully, en Europe, le Forum Génération Égalité, et je sais que l'Union européenne va jouer un rôle très important dans ce forum qui rassemble donc la société civile, des acteurs États et des entreprises, mais c'est surtout la société civile qui est à la manœuvre avec notamment des jeunes générations pour que les engagements qui ont été pris en 1995, 4e conférence mondiale sur les droits des femmes, donc à Pékin, soient respectés parce qu'on est très en retard sur l'application de certains engagements et que la société civile fasse entendre sa voix. Et je pense que c'est une opportunité formidable pour les Européens d'être là puisque le forum est censé se tenir en France, mais il y aura énormément d'événements et voilà, ça va être un moment de rassemblement. Il faut être extrêmement nombreux, des millions. Donc là, j'appelle vraiment à l'envol populaire pour que ce forum fasse entendre aux dirigeants de ce monde. N'oublions pas qu'on est tous acteurs de ce monde et actrices, et donc on a tous ce pouvoir et ne doutons jamais qu'on a du pouvoir. Je pense que c'est très important sur ces sujets et d'autres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, c'est très important de savoir avoir une note d'espoir, surtout après ces interventions très enrichissantes qui nous ont permis de discuter des différentes formes de violence envers les femmes qui existent, des différentes solutions proposées par l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'éducation, de la conscientisation, mais aussi des éléments et des outils légaux mis à notre disposition. On a notamment parlé de la Convention d'Istanbul qui n'est pas encore ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne, entre autres choses. Je voulais donc remercier toutes nos intervenantes, mesdames les eurodéputés, Madame Mas et Madame Mouchard pour leur discussion et pour avoir apporté des éléments de réponse à tous nos spectateurs et spectatrices ce soir. Oui, donc au nom de la maison de l'Europe Centre Information Europe Direct, je voulais également remercier tous et toutes d'avoir suivi cette table ronde sur les violences faites aux femmes. Merci également pour cette note positive à la fin, mot qui est très important aussi de dire que nous sommes tous citoyens et citoyennes de l'Union européenne et qu'à l'heure de la transition numérique, effectivement, en étant confinés chez soi, il y a énormément
d'actions qui vont avoir lieu. Je pense notamment à, Madame Mas, vous l'aviez évoqué un peu plus tôt, les Orange Days qui vont arriver très bientôt et qui nous permettent d'élever notre voix et à tous de faire remonter ces sujets très importants. Merci au Parlement européen pour la co-organisation de cet événement. Merci pour leur soutien. Merci aux eurodéputés qui ont répondu présentes et qui ont su nous apporter les éclaircissements européens sur cette question. Donc, merci également au Centre Information Europe Direct avec qui la Maison de l'Europe travaille. D'ailleurs, vous pouvez retrouver demain le webinaire de l'Europe Direct de Pau à 15h également sur la même thématique. Le Parlement européen aussi lance sa plateforme ensemble.eu qui va être lancée le 7 décembre, ainsi que le podcast Parle-moi européen qui est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à l'écouter. Merci également au public qui nous a posé des questions et nous a fait réagir sur tout ça. Et donc voilà, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, le sujet est vaste. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, mes collègues, comme Salomé l'a dit, Europe Direct, reprendront le flambeau pour parler de ces questions-là. Merci aux eurodéputés aussi d'avoir répondu présentes. Merci aux intervenants, à ONU Femmes, à Clé Femmes, à BPW pour ces interventions. Et puis, nous reviendrons vers vous si nous avons des questions, parce qu'on a des questions un peu plus spécifiques concernant vraiment ce dont vous avez parlé plus précisément. Nous vous les ferons passer par mail, comme ça les questions et les réactions des internautes ne resteront pas sans réponse. Donc merci beaucoup encore une fois. Voilà, donc on arrive au bout de ce webinaire. On remercie aussi Vodalis qui a assuré la technique de cette table ronde. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on continue à se mobiliser pour ces questions-là tous ensemble. Voilà, merci. Merci.